Bonjour à tous. Alors pour faire suite à la dernière vidéo sur le tarot de Dodal par le tarographe, donc voici la boîte, si jamais vous le cherchez, voilà. Euh, le choix, on dira, éditorial du tarographe était de placer le chevalier après le roi. Eh bien, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi certaines personnes placent le chevalier après le roi. Eh bien, oui, il y a deux écoles. Alors, le chevalier après le valet, ben, c'est évidemment pour des raisons hiérarchiques. Le chevalier se trouve en dessous de la reine et au-dessus du valet. Mais on le place après le roi pour des raisons symboliques. Alors, le tarot de Marseille serait dérivé des tarots orientaux. Alors, on peut se référer au tarot de Mamelouk. Par exemple, je vous mettrai des liens pour que vous le voyez dans la description. On voit clairement que les épées sont courbes, les bâtons se croisent. Vraiment, l'esthétique de toutes les cartes numérales sont vraiment inspirées. Les motifs végétaux sont inspirés des tarots orientaux. Ces tarots orientaux auraient été rapportés des croisades par les Templiers, et ce qui expliquerait que dans les jeux de tarot, on ait créé 7 cartes du chevalier pour leur rendre hommage, et que cette carte ait été placée juste après le roi. Il y a une portée symbolique à cette carte qui à elle seule justifie l'explication de ce placement. On sait que si on regarde bien le contenu des cartes de chevalier et leur signification, on a des petits détails qui peuvent expliquer que symboliquement, on est envie de les placer après le roi. Donc plus pour des raisons hiérarchiques, mais plutôt euh, par, euh, par une signification symbolique. Alors par exemple, prenons les deniers. Alors ici c'est le Dodal, mais le Dodal de Jean-Claude Flornoy. Donc le denier, on a deux deniers ici sur cette carte du valet pour montrer que le denier est par terre. Et l'action que fait le valet, c'est simplement de le ramasser et de l'élever. Ensuite, bien cette reine, elle porte à bout de bras ce denier. Elle a une grosse main là. C'est une main, je crois qu'on appelle ça une main de puissance ou une main de gloire. Enfin, ça signifie qu'elle tient son pouvoir du denier. Et on a le roi qui lui, eh bien, il n'est pas attaché à sa puissance. Il le tient nonchalamment. Il est passé au-dessus de ça. Et que se passe-t-il au niveau du chevalier? Eh bien, le chevalier, carrément, le denier, lui, n'a plus besoin de le porter. Le denier l'évite. Et le denier le guide. Et le denier est carrément un soleil. Il a une dimension astrale. C'est comme un astre, quoi. Et donc, du coup, on a une espèce de logique d'une carte à l'autre. Alors, on peut utiliser ça, par exemple, sur les bâtons aussi. Alors, on a le valet de bâton. Que fait le valet de bâton? Le valet de bâton, il se contente de ramasser un bâton. Ici, on voit que le bâton comporte un bourgeon, ici, et là, une branche qui est coupée. Et la coupe de la branche est à une forme d'amande ou de flamme. Ici, elle est toute jaune. Alors, la couleur est importante parce que dans le tarot de Marseille, la couleur a une portée aussi symbolique importante. Alors, mais on en parlera une autre fois.
Arrive la reine. La reine, elle, son bâton, il est travaillé et elle le tient comme une espèce de sceptre. Et c'est un symbole de sa puissance. Le roi, il est bien plus puissant que la reine, donc son bâton est bien plus long, il peut même carrément s'appuyer dessus comme une canne. C'est vraiment un cran au-dessus au niveau du pouvoir de ce bâton et de sa puissance. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du chevalier? Eh bien, le chevalier, il a ce bâton, mais il a à nouveau ce bâton brut. Alors du coup, on peut se dire, bah oui, mais justement, il est juste après le valet. Oui, mais voilà. En haut, on a cette espèce de forme ici. Et là, j'aurais dû prendre en fait un autre tarot un peu plus ancien, par exemple le Vachier. Et en fait, l'ambiguïté de cette forme et de sa couleur, c'est qu'ici, on a l'impression que c'est une flamme. Et dans ces cas-là, ce bâton-là n'est plus un bâton, c'est une torche. Et donc, on porte la lumière dans le monde. Et c'est là la portée symbolique de cette carte du chevalier. Alors, on sait que le chevalier, hein, ça représente le messager, etc., etc. Donc, ça cadre complètement avec cette idée d'offrir au monde toute la signification et la profondeur dans toutes ces dimensions du bâton. On revient à l'épée. Non, on va prendre les coupes. Alors, pour le valet de coupe, donc on est en type 1. La coupe du valet, elle est couverte par sa cape. Ici, on aurait la reine. La reine, elle a sa coupe, mais sa coupe est fermée. Le roi a une coupe ouverte. Mais, voyez, la coupe, c'est une coupe vraiment avec un col ici d'ouverture qui est assez étroit. C'est comme une espèce de ciboire, mais vraiment avec qui a une ouverture assez étroite. Et quand on arrive au chevalier, on a une coupe qui est cette fois-ci grande ouverte et qui est épanouie presque comme un cratère à la grecque. Et on voit bien là dans les coupes cette évolution de l'ouverture. On passe d'une coupe qui est couverte à une coupe qui est fermée, une coupe qui est ouverte mais avec une ouverture étroite, et enfin sur le chevalier une coupe grande ouverte. Et pour moi vraiment ça... je dis ça confirmerait cette portée symbolique supérieure. On s'ouvre au monde, on apporte au monde le contenu de cette coupe. Et enfin, on passe à l'épée. Donc, on a le valet d'épée qui sort l'épée de son fourreau. Et vous remarquerez qu'elle est bleue. Donc, elle est vierge, elle n'a pas servi. Ensuite, on a la reine qui brandit, elle, son épée, qui est rouge. Alors, le rouge, hein, c'est l'action. Hein. Donc, on est un cran au-dessus. Le roi... Alors, le roi d'épée, sa caractéristique, c'est d'avoir une épée bien sûr plus grande que la reine, qui est portée comme ça, bien en évidence. Elle est brandie, elle est montrée comme un insigne de pouvoir. Il porte aussi dans cette main-là une dague. Alors, sur certains jeux, on voit plus clairement que c'est une dague. On a l'impression que c'est un petit bâton, mais en réalité, c'est une dague. Alors, bon, donc lui, il a de la main, du coup. Et enfin, on arrive au chevalier, et le cheval... Mince, on arrive au chevalier, et le chevalier, lui, son épée, il la porte pas comme un symbole de pouvoir. Il est en train de charger ce chevalier, il est en armure, et son épée est portée vers l'avant, et non plus juste tenue comme pour faire beau, hein, pour une parure. Elle est portée vers l'avant parce que lui, il va agir avec son épée. Lui, il va trancher. Ça n'est plus un symbole de pouvoir, c'est une arme. Et voilà pour argumenter cette position du chevalier après le roi. Et donc, à chacun de nous de choisir son camp en fonction de ce qui nous aura parlé ou pas.
Si on la place, cette carte, juste après le chevalier, on ne se trompe pas, juste après le valet, pardon, on ne se trompe pas, on est dans la place, comment dire, hiérarchique, normale et logique du chevalier. Et si on pense à la carte au niveau de sa portée symbolique, eh bien, dans ces cas-là, on peut, on peut digresser et on peut la porter au-delà du roi. Et donc, je vous laisse choisir votre camp et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.